Bonjour, donc je remercie le comité d'organisation de m'avoir invité pour parler de la prise en charge des polypes. On va aborder le problème de la résection, est-elle suffisante? Quelles techniques envisager et quels sont les critères de bonne résection? Donc en guise d'introduction, on sait que les lésions néoplasiques colorectales prennent des aspects très variables en fonction de l'histologie et du degré d'invasion et d'infiltration en profondeur de la lésion, d'où la nécessité d'avoir une caractérisation fine des polypes, notamment par chromoendoscopie. C'est quelque chose dont on parle de plus en plus depuis quelques années et qui va être de plus en plus développé. Les critères et les classifications se basent sur l'aspect macroscopique du polype, la couleur, la taille, l'aspect des vaisseaux au sein du polype et le relief muqueux. On sait qu'en cas d'invasion profonde et d'infiltration profonde, le risque de métastase ganglionnaire est réel et doit faire discuter une prise en charge adaptée. Donc l'intérêt de la caractérisation, c'est vraiment de choisir la prise en charge adéquate, soit un traitement chirurgical d'emblée pour un curage ganglionnaire si justement on est face à une lésion potentiellement infiltrante en profondeur, soit est-ce que le traitement endoscopique suffit et à ce moment-là, quelle technique choisir? Quid des biopsies pré-thérapeutiques, c'est-à-dire lors de la découverte d'un polype avant résection endoscopique. On sait que l'histologie sur de simples biopsies superficielles de la lésion n'a vraiment que très peu d'intérêt pour choisir entre chirurgie ou endoscopie. Pourquoi? Le caractère dégénéré d'un polype ne contre-indique pas son traitement endoscopique. On sait que les biopsies superficielles ne présagent pas du degré d'invasion. Il y a par ailleurs un caractère très inhomogène souvent de la dysplasie au sein de la même lésion, avec au sein d'un polype en dysplasie de bas grade, on peut tout à fait avoir des lésions de dysplasie de haut grade, voire de carcinome in situ. Et enfin, les biopsies peuvent être délétères, notamment sur certaines lésions planes coliques, type LST, granulaire homogène, parce que ces biopsies vont rendre difficile la résection ultérieure, que ce soit par mucosectomie ou par dissection sous-muqueuse, en fixant le polype au plan profond. Donc, à oublier. Donc la description des lésions, on sait que c'est essentiel, mais on sait aussi que l'examen en lumière blanche est insuffisant. Donc il y a beaucoup de classifications, elles ont été abordées au début de l'après-midi. Vous connaissez tous la classification de Paris. J'insisterai simplement sur les deux colonnes de droite, où vous voyez qu'en fonction du stade de polype, le risque de dégénérescence et bien sûr l'invasion sous-muqueuse varie. Et pour des lésions de stade 0,1P, 0,1S, on a un risque de dégénérescence jusqu'à 15%, avec un risque d'invasion sous-muqueuse qui est relativement faible. En revanche, pour des lésions légèrement déprimées de type 0,2C, qui sont dégénérées dans 30 à 75% des cas, l'invasion sous-muqueuse, en revanche, est élevée, notamment pour les larges lésions de 20 mm, jusqu'à 14%, et ça doit nous faire discuter justement d'une prise en charge plutôt dissection sous-muqueuse, si on pensait envisager dans un premier temps une mucosectomie classique. Enfin, les lésions de type 0,3, donc ulcérées, vous voyez, invasion sous-muqueuse 60% dans la littérature. Donc là, il convient, si la caractérisation a été bien faite, de confier ce patient au chirurgien et de surseoir à un traitement endoscopique. Le risque ganglionnaire, il est variable selon l'infiltration en profondeur et on sait que au-delà de 1000 microns d'infiltration de la sous-muqueuse, ce risque ganglionnaire va exploser jusqu'à moins de 1000 microns, c'est-à-dire SM1, on a un risque ganglionnaire considéré comme nul, inférieur à 1%, et au-delà, on est entre 6 et 25%, donc c'est un chiffre qui bien évidemment doit faire discuter d'une prise en charge chirurgicale complémentaire pour un curage ganglionnaire. Alors cette diapo, c'est la classification des LST, avec toujours, vous voyez à droite, le risque de dégénérescence en fonction de l'aspect et du type de la lésion. Vous voyez que pour des LST granulaires homogènes,
le risque de dégénérescence est vraiment faible. Il va être nettement plus important dès qu'il y aura l'apparition d'un nodule, que ce soit sur une lésion mixte ou sur un macronodule. En revanche, par exemple, pour les LST non granulaires pseudo-déprimés, on aura un risque de dégénérescence jusqu'à 70% devant, pareil, comme tout à l'heure on l'a dit, pour la classification de Paris, devant faire discuter une prise en charge chirurgicale d'emblée. La classification de Sano, je vais passer rapidement, c'est la classification japonaise, c'est un petit peu l'équivalent de la classification de NICE, mais avec en plus du NBI, l'utilisation du zoom. Elle est basée sur un seul critère, elle est relativement simple, c'est vraiment la vascularisation des lésions, avec sur le stade 1 les polypes hyperplasiques, sur le stade 2 les polypes adénomateux simples, qui n'envahissent pas de façon profonde la sous-muqueuse, donc qui peuvent être traités endoscopiquement avec un maillage capillaire bien régulier. Sur le stade 3A, on commence à avoir déjà des irrégularités, mais on peut envisager un traitement endoscopique. On préférera plutôt une prise en charge de type ESD que mucosectomie. Sur les stades 3B, vous voyez qu'il y a une perte complète du réseau vasculaire avec des zones complètement avasculaires qui, avec une très bonne spécificité, permettent de dire qu'il y a un envahissement sous-muqueux qui doit nécessiter un traitement chirurgical. Donc vous voyez, la précision diagnostique est très bonne, la valeur prédictive négative de plus de 96%, traitement endoscopique pour les stades 1, 2 et 3, et traitement chirurgical dès qu'il y a une apparition de zones vasculaires de façon évidente sur une partie du polype, et c'est les stades 3B. Le CUDO, l'idée c'est que je vous montre toutes les classifications, c'est un petit peu fastidieux, on peut utiliser les unes comme les autres, les critères sont toujours un petit peu les mêmes de perte vasculaire, d'irrégularité des vaisseaux ou des cryptes. Dans la classification de CUDO, on va pareil tout à fait se méfier des types 5 ou jusqu'au type 4, on peut, c'est-à-dire ce sont ces glandes et ces cryptes encore régulières, branchées avec un aspect cérébériforme, on peut les réséquer endoscopiquement, il n'y a pas de risque a priori d'infiltration profonde. En revanche, à partir du CUDO 5i, il y a une vraie irrégularité et là, il faut discuter soit d'une dissection sous-muqueuse, soit carrément d'un traitement chirurgical. Sur les CUDO de type 5N, il y a une déstructuration complète du pit pattern qui doit faire envisager la chirurgie d'emblée. La classification de NICE, on en a beaucoup parlé hier avec M. Ponchon sur le quiz. Il avait rajouté 2 sous-catégories, à savoir les polypes sessiles et le type 2A et 2B, parce qu'on sait que dans le type 2, il y a vraiment 2 catégories de polypes. Vous voyez que ce qu'il faut retenir, c'est de bien repérer les types 3 avec toujours cette perte vasculaire et ces couleurs très brun noirâtres qui doivent faire contre-indiquer une prise en charge endoscopique. Alors le polype a été réséqué. Quels sont les éléments histologiques qui vont permettre de dire que la résection est suffisante? Bien sûr, la nature de la lésion. Pour ce qui est des polypes hyperplasiques, adénomateux simples, festonnés, on sait que le risque ganglionnaire est nul. Le risque ganglionnaire apparaît pour les polypes adénocarcinomateux. Plusieurs critères vont rentrer en compte. Le degré de différenciation, la profondeur d'invasion, et notamment l'atteinte sous-muqueuse à plus de 1000 microns, on en a parlé, ça augmente le risque, le risque ganglionnaire est entre 8 et 15%, ou stade 3 de Hagit, pour ce qui est des polypes pédiculés, c'est-à-dire invasion du pied. Pareil, les chiffres sont à peu près similaires, 8 à 15% de métastases ganglionnaires dans les Hagit 3. La présence d'emboles lymphatiques ou vasculaires qui vont multiplier le risque ganglionnaire de 5 ou 8, et la présence de budding tumoral significatif. Donc, un seul de ces critères doit faire discuter en RCP d'une chirurgie complémentaire pour curage ganglionnaire après la résection endoscopique. C'est une discussion au cas par cas, bien évidemment, en fonction de l'âge du patient, de ses comorbidités, etc. Donc en pratique,
La résection est considérée comme curative si on est R0 en marge latérale et profonde, si la lésion est bien ou moyennement différenciée, s'il n'y a pas d'embole, s'il n'y a pas de budding, si l'invasion sous-muqueuse est inférieure à 1000 microns, ou si, on est à, ou si la lésion est limitée au pied pour ce qui est des lésions pédiculées. Les techniques de résection, donc je vais aborder les différentes techniques. Il y a la mise au point et les recommandations récentes européennes qui datent de début d'année, mars 2017, sont claires là-dessus. Il est encore mentionné l'utilisation de la pince froide, mais bon, elle est mentionnée, mais elle est marquée aussi qu'elle doit être abandonnée. Les résidus tumoraux sont évalués à plus de 25% quand on l'utilise, et elle ne doit être réservée que vraiment pour les petits polypes de moins de 3 mm lorsque l'anse froide n'est pas techniquement possible. L'anse froide, c'est vraiment la technique à privilégier pour les petits polypes et polypes diminutifs, c'est-à-dire très petits polypes, donc sur les lésions jusqu'à 9 mm, à condition de bien l'utiliser avec les bonnes anses, donc des petites anses rigides, de petits diamètres, en faisant bien attention de prendre au large de la lésion pour ne pas laisser de résidus tumoraux. On sait que finalement on avait un petit peu peur des complications hémorragiques au début de cette... quand on a reparlé de cette technique, et finalement elles sont faibles, même chez les patients qui sont sous antiagrégants. La pince chaude, elle a disparu des recommandations européennes. Elle n'est plus recommandée, elle ne doit plus être utilisée. Alors, on sait qu'il y avait des difficultés d'interprétation histologique importantes, c'est facile à comprendre. Il y avait aussi le problème de résidus tumoraux aussi importants, et puis des complications à type de perforation sur coagulation appuyée, notamment au niveau du côlon droit. Bon, voilà, on l'a tous beaucoup utilisé. Je crois que les recommandations aujourd'hui font que elle doit être plutôt abandonnée. Donc vous avez ici, sur la photo en haut à gauche, vous voyez qu'il est vraiment important de prendre au large du polype pour ce qui est de l'utilisation de l'anse froide, parce c'est vrai qu'il y a eu une étude récente qui faisait des mucosectomies derrière l'utilisation d'anse froide, et lorsque l'anse froide était pratiquée de façon un petit peu trop rapide, peu soigneuse, on retrouvait des résidus tumoraux dans quasiment 6 à 7%. Donc il est important de vraiment prendre au large, et vous voyez que pour nos anapathes, il est évident que l'interprétation est nettement plus aisée que lorsqu'on utilise un courant diathermique. La polypectomie à l'anse diathermique, c'est la technique de choix pour les polypes pédiculés, alors avec ou sans injection du pied. L'intérêt, c'est de réséquer une partie du pied large pour avoir une résection carcinologique complète, pour ne pas se retrouver avec des résections au ras de la tête et des Agit 3 qui doivent faire discuter d'un traitement complémentaire chirurgical. Je ne reviens pas sur les techniques diverses d'immersion, de cravatage, de ne pas hésiter à mobiliser le patient lorsque le polype est difficile à exposer. La mucosectomie monobloc, elle doit être utilisée pour des lésions théoriquement jusqu'à 20 mm. Alors, elle est techniquement possible pour des plus grosses lésions, bien évidemment, 25-30 mm probablement. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au-delà de 20 mm, il y a 20% de résidus tumoral. Voilà. Donc, c'est vraiment au cas par cas, ça dépend de l'expérience de chacun. Maintenant, il est certain que pour des petites lésions inférieures à 20 mm, par exemple pour une lésion de 15 mm qui a la caractérisation à un aspect manifestement dégénéré, ou un CUDO par exemple 5i qui nous fait dire que le degré d'infiltration de la sous-muqueuse est présent, il vaudra mieux privilégier une résection de type ESD pour être sûr d'avoir des marges R0. Voilà. La technique utilise des anses de toutes sortes, vous les connaissez, de grosso modo de 10 à 35 mm avec une injection sous-muqueuse classique. Vous avez ici une photo de mucosectomie monobloc. Sur les lésions qui commencent à être un petit peu conséquentes, il est important de faire un examen soigneux des berges, quitte à faire un complément sur les berges des résidus tumoraux avec une anse
des fois la même ou alors de plus petite taille, un petit peu plus rigide. On sait que si la résection n'est pas possible en monobloc, le risque de récidive augmente franchement à partir de 3 fragments, en fait, au-delà de 3 fragments. La mucosectomie piecemeal, c'est une technique qui est intéressante dans certains cas. Elle consiste à réséquer en plusieurs fragments jointifs issus de coupes successives. Le problème, par définition, c'est l'évaluation des berges latérales en histologie. Elle est très intéressante pour les lésions qui sont justement en caractérisation manifestement non dégénérées, notamment les festonnés, les LST granulaires bien homogènes. On sait quand même qu'il y a un risque de récidive qui est, pour les grandes lésions, de plus de 15%. Donc vous voyez ici une résection piecemeal en 4 temps avec un soulèvement qui se fait correctement. La technique, on la compare toujours à la dissection sous-muqueuse. Bien évidemment, elle est nettement plus simple, elle est efficace, elle est peu coûteuse, elle est aussi plus rapide. Maintenant, voilà, récidive 15 à 20%. Résection complète, en général 93%. Et le taux de récidive, bien sûr, nécessite et le fait que ça soit un piecemeal nécessite par définition une coloscopie de contrôle de surveillance qui actuellement est recommandée à 6 mois. La dissection sous-muqueuse, c'est vraiment la technique à privilégier si la lésion motive d'une résection monobloc. Donc on va la privilégier bien sûr pour les grandes lésions de plus de 20 mm et pour les lésions qui, à la caractérisation, envahissent potentiellement la sous-muqueuse. Donc les LST granulaires avec un pit pattern avancé ou avec macronodules supracentrimétriques, on en a parlé tout à l'heure. La procédure est plutôt longue, le risque de perforation non négligeable, 5%, voire plus selon les centres. Ça nécessite un apprentissage sur l'animal, c'est quand même plutôt à privilégier dans le rectum, même si sur les recommandations européennes c'est théoriquement possible sur la totalité du cadre colique, et donc ça nécessite une sélection fine des cas. Quelle technique en fonction de quelle lésion? Les petits polypes hyperplasiques typiques, on le sait, uniquement du rectosigmoïde et de petite taille, moins de 5 mm, on peut les laisser en place. Le resec and discard, pourquoi pas, mais uniquement dans les centres experts et pour des petits polypes de moins de 5 mm. On en a parlé, pour les polypes de moins de 10 mm, c'est vraiment l'anse froide qu'il va falloir privilégier. Pour les polypes de 10 à 20 mm, c'est la polypectomie à l'anse diathermique pour les polypes pédiculés et la mucosectomie pour les lésions sessiles. Et pour les polypes de plus de 20 mm, le piecemeal, s'il n'y a vraiment pas d'éléments suspects de dégénérescence ou d'infiltration. Sinon, c'est le SD qui sera à privilégier. Je vous ai mis sur cette dernière diapo donc les recommandations européennes de 2017. Vous voyez, comme je vous disais, que la pince diathermique a disparu, que pour les petits polypes, la part belle est faite donc à l'anse froide, et que pour tout polype sessile de plus de 10 mm, il est bien précisé qu'il convient de faire une caractérisation fine pour choisir la technique de prise en charge, que ce soit polypectomie, EMR, ESD ou chirurgie. Dernière chose, pour ce qui est des polypes pédiculés de grande taille, à savoir avec une tête de plus de 20 mm ou un pied de plus de 10 mm de diamètre, il est recommandé de faire une hémostase mécanique chez tous les patients, qu'ils soient sous antiagrégants plaquettaires ou pas, qu'ils doivent reprendre des anticoagulants ou pas. Ça peut se faire soit avec de l'injection de sérum adrénaliné au pied du polype, soit probablement plutôt avec des techniques de mise en place de clips ou d'anse largable. Je vous remercie.